Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Et quelle semaine mes amis, la houle est forte. Avec des annonces qui touchent à tout, des partenariats géants qui se forment comme entre Apple et Anthropic, des géants comme OpenAI qui doivent corriger le tir après quelques remous, Google qui continue d'infuser l'IA partout, y compris dans la pub, et Meta qui jongle entre ambition folle et question de vie privée avec ses lunettes connectées. Et même des camions qui commencent à rouler tout seuls sur les autoroutes américaines. Accrochez-vous, on plonge dans le vif du sujet. Prêt à embarquer ? Allez, on commence avec OpenAI qui a connu une semaine un peu agitée. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont remarqué que ChatGPT, notamment avec la dernière mise à jour de GPT-4o, est devenu, on va dire un petit peu excessivement gentil, voire carrément flagorner, ce qu'on appelle la sycophancy en anglais. Donc concrètement, c'est qu'à chaque fois qu'on disait quelque chose, il était tout de suite hyper d'accord avec nous, toujours à vouloir nous caresser dans le sens du poil. Et ça, le problème, c'est que du coup, le modèle, il perd beaucoup en performance et en intérêt, parce que quand on lui demande des conseils sur quelque chose, s'il se met à dire que tout ce qu'on fait est génial et qu'on a absolument raison sur tout, on perd complètement l'intérêt d'avoir justement une intelligence artificielle qui puisse nous donner un avis constructif et nous donner des critiques sur ce qu'on lui demande et sur aussi ce qu'on lui dit de manière générale. Donc il y a eu pas mal de blagues sur internet. Il y a quelqu'un par exemple qui disait que il a dit qu'il s'est levé ce matin, qu'il a bu un verre d'eau et qu'il a fait une pompe et que ChatGPT lui disait waouh, c'est incroyable, tu es dans le top 1% des humains, ce que tu fais est génial. C'était vraiment assez extrême. Donc forcément, face à la vague de réactions, OpenAI a dû rétro-pédaler. Donc on a Sam Altman, le PDG de OpenAI, qui a reconnu le problème et ils ont finalement annulé cette mise à jour. Et je crois que c'est la première fois que ChatGPT fait, en tout cas que OpenAI fait un rollback sur une de ces mises à jour. Donc c'est assez conséquent, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment eu un gros problème. Et derrière, ils ont fait un petit post-mortem et un billet de blog. Et dans ce dernier, ils expliquent que un petit peu ce qui s'est passé. Et donc apparemment, en voulant améliorer la personnalité du modèle pour le rendre plus intuitif, ils se sont trop concentrés sur les retours utilisateurs à court terme. Donc le fameux pouce levé ou pouce baissé, donc en fonction de ce qu'on lui dit dans ses réponses. À chaque fois que vous faites une réponse à ChatGPT, vous pouvez lui dire si la réponse était bonne ou pas. Donc ça s'est un peu trop concentré là-dessus et à cause de ça, et sans avoir pris une bonne prise en compte de l'évolution de la discussion sur le long terme, ils ont eu ce problème qui est apparu. Donc voilà, c'est toujours un souci. Quand on a des modèles d'IA, on a des biais. Les biais, ils essayent forcément d'être corrigés plus ou moins. Les développeurs, c'est un petit peu ça ce qu'ils essaient de faire. OpenAI, c'est vraiment ça qu'ils essaient de faire, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des biais qui sont trop importants. Et donc forcément, en fonction de comment on règle tout ça, on peut avoir des fois des usages qui sont complètement surexagérés. Et donc du coup, là, c'est ce qui s'est passé avec ce modèle-là, puisqu'on s'est retrouvé avec du coup un ChatGPT qui était vraiment trop d'accord avec nous, et donc du coup qui perdait pas mal de son intérêt. Donc le problème, c'est que tout le monde n'est pas forcément au courant de ça, et donc j'espère qu'il n'y a pas eu des personnes qui ont pris des grosses décisions sur cette version de ChatGPT en leur disant j'ai une idée d'entreprise, est-ce que je devrais arrêter de travailler, et là ChatGPT qui dit oui absolument, c'est une super idée, tu devrais absolument arrêter de travailler et te lancer dans ton idée. Donc voilà, faites quand même attention. N'oubliez pas quand vous avez d'ailleurs des sujets un petit peu importants et sérieux, de comparer aussi les réponses de plusieurs intelligences artificielles. Ça je vous le recommande vraiment, parce que justement ça va vous permettre de voir un petit peu les biais de chaque intelligence artificielle et de voir un peu laquelle vous permet d'avoir la meilleure réponse possible. Et quand vous êtes en train de travailler sur un sujet qui est un peu conséquent, un peu sérieux, et sur lequel vous voulez vraiment avoir un avis assez complet, donc par exemple, quelqu'un qui veut lancer l'entreprise, n'hésitez pas à aller faire un tour sur plusieurs intelligences artificielles. On a Gemini qui est accessible gratuitement avec le Google AI Studio, par exemple. Donc en plus de ChatGPT, ça peut être un bon retour. Il y a aussi Grok qui est aussi disponible avec pas mal d'utilisation aussi gratuitement. Mistral aussi, si vous voulez tester un modèle qui est français. Donc voilà, n'hésitez pas à tester plusieurs modèles, ça vous permettra, je pense, d'avoir un peu un retour plus élaboré et de voir aussi les forces et faiblesses de chaque modèle. Bon, en tout cas, il y a eu une véritable réalisation de OpenAI qui a réalisé à quel point les personnes utilisent ChatGPT pour des conseils personnels. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a un an. Ça change vraiment la donne en termes de responsabilité et de sécurité. Donc ils promettent donc des ajustements, une phase alpha optionnelle pour tester les futurs modèles, plus de transparence sur les limitations et une prise en compte plus sérieuse des comportements comme la personnalité et ou la fiabilité dans les processus de validation avant le lancement de nouvelles versions. Il parle
parle même de laisser les utilisateurs choisir entre plusieurs personnalités ou donner du feedback en temps réel. C'est une reconnaissance claire que l'IA et la société coévoluent et qu'il faut s'adapter maintenant. Donc il y a une affaire à suivre quand même là-dessus, on verra un petit peu comment cet équilibrage s'implémentera au fur et à mesure des nouvelles versions. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté là-dessus, j'ai continué à un petit peu tester O3 et je trouve que c'est encore effectivement un bon modèle, mais un modèle avec quand même des très très gros défauts encore pour moi pour l'instant. J'arrive pas, par exemple, à lui faire des réponses qui ne comportent pas de tableau. Enfin, c'est assez bête, mais je vois que clairement, systématiquement, la façon dont il décompose un problème et dont il refait une réponse, systématiquement, il veut toujours caler un tableau. Donc je me rends compte que derrière, justement, je pense que les développeurs ont fait une réflexion, enfin, ont demandé en tout cas à ce modèle-là de rendre son résultat via des tableaux de la majorité du temps. Mais sauf que je trouve ça assez embêtant de pas avoir un véritable contrôle sur les réponses que peut nous faire le modèle. Donc voilà. Et il reste impressionnant, mais je trouve qu'il reste quand même très 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 limité à cause de ça. Et j'attends de voir un petit peu ce qui se passera avec ChatGPT 5, mais j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve avec des modèles qui sont peut-être plus accessibles et plus faciles d'utilisation, mais qui par contre nous permettent d'avoir quand même beaucoup moins de contrôle et qui ont un petit peu des mimiques sur lesquelles on n'a pas vraiment la possibilité de changer quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que c'est pour ça, moi, qu'en ce moment, j'arrive pas à me servir que d'un seul modèle. Je suis toujours en train de naviguer entre plusieurs modèles, parce que c'est grâce à la richesse de tous ces modèles-là que j'arrive à avoir les meilleures utilisations possibles en fonction de mon cas d'usage. Donc c'est vrai que O3, par exemple, sur de l'analyse, sur des questions un peu poussées, il est assez bon, mais je trouve que sur la rédaction, par exemple, il est vraiment très mauvais, et là-dessus, je lui préfère vraiment Gemini 2.5, que je trouve vraiment plus performant quand on lui demande de rédiger des choses. Bon, et sinon, toujours chez OpenAI, une nouveauté qui est plus orientée business cette fois, c'est ChatGPT qui se met au shopping. En fait, ils ont mis à jour leur fonction de recherche intégrée. Donc désormais, quand vous cherchez des produits, ChatGPT peut vous proposer des recommandations, afficher des images, des avis et même des liens directs pour acheter ces produits sur les sites marchands. Donc pour l'instant, ils expérimentent avec certaines catégories comme la mode, la beauté ou l'électronique, mais ce qui est notable, c'est que OpenAI insiste, ce ne sont pas des publicités, les résultats sont déterminés indépendamment, ils ne touchent pas de commission sur les ventes, pour le moment en tout cas. On se souvient que Sam Altman avait été plutôt contre la publicité dans ChatGPT, mais il a récemment nuancé son propos en parlant d'affiliation de bon goût. Donc c'est clairement une tentative de marcher sur les plates-bandes de Google et de Google Shopping notamment, en misant sur une expérience plus conversationnelle et personnalisée, surtout qu'il prévoit d'intégrer la fonction mémoire pour affiner les recommandations. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a 1 milliard de recherches web qui seraient faites sur une semaine, d'après ce que nous dit Sam Altman, d'après ChatGPT a priori. Ils en sont à 1 milliard de recherches web par semaine, donc ça commence à être assez conséquent, et ça commence du coup à faire de l'ombre au concurrent principal, donc qui est Google sur ce thème-là. Donc après, là-dessus, je pense qu'il va y avoir un vrai sujet effectivement d'intégrer de la publicité sur les modèles d'IA. Je sais pas à quel point certaines entreprises voudront le faire ou pas. Peut-être qu'ils feront des offres distinctes, des offres qui seront avec un système de publicité par exemple qui font que le modèle peut-être coûte moins cher, et peut-être aussi d'autres offres où là on n'aura pas du tout de publicité, mais où il faudra peut-être payer plus cher. À terme, c'est ce qui risque de se passer. Je pense notamment à Netflix, qui au tout début coûtait vraiment pas cher pour énormément de contenu et qui arrête pas d'augmenter petit à petit ses prix, et même maintenant propose un abonnement avec de la publicité. Donc je pense que c'est peut-être ce qui risque de se passer avec les modèles d'IA dès qu'on commencera à avoir un leader qui viendra vraiment s'implémenter, comme on peut l'avoir avec Netflix aujourd'hui sur le streaming. Et ben peut-être que ce leader en question commencera à faire des abonnements plus chers et peut-être décomposer ces abonnements avec des abonnements qui seront payants. Bon, et sinon, pendant qu'OpenAI ajuste son cap, du côté de Google, ça bouillonne aussi sur plusieurs fronts, notamment autour de l'IA conversationnelle et de sa monétisation. D'abord, une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Notebook LM, cet assistant vraiment malin pour analyser et synthétiser des documents. Après avoir été lancé sur le web l'an dernier, Google prépare enfin son arrivée sur mobile. Donc les applications Android et iOS sont disponibles en précommande et elles devraient débarquer officiellement autour du 20 mai, pile pour la conférence Google I/O. Ça permettra d'accéder à ses notes, d'ajouter des sources depuis son téléphone et même d'écouter les fameux audio overview. Donc c'est les podcasts qui sont générés par l'IA à partir de vos documents. Et d'ailleurs, Google a récemment étendu cette fonctionnalité à 76 langues avec la possibilité de choisir la langue de sortie. C'est un outil que je trouve personnellement assez pertinent, et je vous avais fait des tests, si vous vous en souvenez, où justement à l'époque on avait accès à ce audio overview où on pouvait justement générer un podcast. On pouvait, en utilisant un prompt un peu contraignant, réussir à lui faire générer du texte en français. Et ça, j'ai pas réussi à le refaire. Il y a un moment donné où ils ont dû modifier la façon dont tout
ça fonctionnait, et le prompt que je lui mettais, et j'avais beau lui dire fais-le en français, etc., ça ne marchait pas. Mais donc là, heureux de voir que le français arrive enfin sur Notebook LM. Donc j'essaierai de vous mettre un petit test si j'arrive à le faire fonctionner, parce que je sais qu'ils sont en train de faire un déploiement progressif. Donc dès que je termine l'enregistrement, j'essaie de rajouter ça et de l'intégrer directement dans le podcast. Mais moi, je trouve que c'est une super fonctionnalité. Ça vous permet de mettre plein de documents sur un sujet. Si vous voulez analyser un sujet sur lequel vous n'avez pas de connaissances, vous lui donnez tout, vous générez votre podcast, c'est super. Et si même vous voulez le faire avec vos propres documents, ça marche aussi très très bien. Donc c'est un très bon outil parce que avec ce système de référencement, on a un outil qui nous génère des réponses sans hallucination. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose quand on a besoin d'être certain que le modèle nous donne des informations qui sont réelles et qui viennent pas de n'importe où. Bon, ensuite, une info un peu plus discrète, mais potentiellement lourde de sens. Google serait en train de tester l'affichage de publicité au sein même des conversations avec des chatbots IA. Alors, ils le font pas encore avec leur service Gemini, mais a priori, c'est ce qu'ils voudraient faire peut-être dans le futur. Et donc, selon Bloomberg, Google a commencé à adapter son réseau publicitaire AdSense pour l'intégrer dans des expériences conversationnelles. Ils ont mené des tests avec des startups comme iAsk et Liner et permettraient maintenant à d'autres créateurs de chatbots d'utiliser AdSense. L'idée est simple, si les gens se détournent de la recherche classique pour discuter avec des chatbots, Google veut pouvoir intégrer un système publicitaire pour forcément ne pas perdre la poule aux œufs d'or, puisque aujourd'hui c'est ça qui leur fait gagner énormément d'argent. Ça ouvre aussi la porte à une potentielle arrivée de la publicité dans leur modèle Gemini, ou peut-être à la création d'un nouveau palier d'abonnement payant qui du coup permettrait de ne pas avoir la publicité. Et on a un indice d'ailleurs sur un potentiel Gemini Ultra, donc on ne sait pas si c'est un nouveau modèle ou si c'est une nouvelle offre. On en saura un peu plus lors de la Google I.O., mais en tout cas il y a des rumeurs sur ce fameux Gemini Ultra, donc à voir si ce sera peut-être un abonnement qui permettra d'accéder à Gemini sans avoir aucune publicité, ou peut-être tout simplement ce sera un nouveau modèle qui sera plus puissant que le Gemini Pro auquel on a accès actuellement. On verra bien, on attend avec impatience la future conférence de Google sur le sujet. Bon, et sinon toujours sur Google, ils continuent d'améliorer leur système AI Mode aux États-Unis. C'est le système qui permet tout simplement d'avoir une recherche boostée avec l'intelligence artificielle, et ils déploient des cartes visuelles enrichies pour les lieux, par exemple les restaurants, les magasins, même les produits. Quand vous faites une recherche en mode IA, vous verrez apparaître des infos comme les notes, les avis, les horaires d'ouverture, mais aussi pour les produits, le prix en temps réel, les promos, les détails de livraison et même la disponibilité en magasin local. C'est rendu possible par les énormes bases de données sur les commerces et leur shopping graph qui contient des milliards de fichiers produits. L'idée est de rendre l'IA plus utile pour passer à l'action, que ce soit réserver une table ou acheter un produit. Ils ajoutent aussi un panneau latéral sur desktop pour retrouver facilement ces recherches et passer facilement en mode IA. Donc signe que ça plaît, ils retirent la liste d'attente aux US et commencent même à tester l'onglet AI Mode directement dans Search pour un petit pourcentage d'utilisateurs. Donc ça montre bien que l'IA s'intègre de plus en plus au cœur de l'expérience Google. Bon, malheureusement pour l'instant, nous on n'y a pas accès, c'est uniquement aux États-Unis, mais je pense que voilà, Google là-dessus ils ont bien compris que le système classique des moteurs de recherche, ses heures étaient comptées et qu'ils ont tout intérêt à faire une transition vers l'IA et à rester leader sur le sujet pour justement ne pas perdre la manne financière que leur apporte leur moteur de recherche. Passons maintenant à Meta qui n'est jamais en reste quand il s'agit de faire des vagues. D'abord des chiffres qui donnent le vertige révélés par des documents judiciaires dans le cadre du procès interné par des auteurs contre Meta pour l'utilisation de leurs œuvres dans l'entraînement de Llama. Selon ces documents, Meta prévoyait l'an dernier que ses produits d'IA génératifs pourraient lui rapporter 2 à 3 milliards de dollars en 2025 et tenez-vous bien, entre 460 milliards et 1,4 billion de dollars d'ici 2035. On ne sait pas exactement ce qu'ils incluent dans produits d'IA générative, mais ça pourrait comprendre des revenus liés au modèle Llama via des accords de partage, au système d'API qui leur permet du coup d'avoir un accès directement à leur modèle et potentiellement de la publicité ou des abonnements pour Meta AI, l'assistant intégré à leurs applications maintenant qui est intégré à Instagram et à WhatsApp, etc. C'est le petit cercle un petit peu bleu-violet que vous pouvez voir maintenant sur les différentes applications qui vous permet du coup d'accéder directement à l'assistant Meta AI. Ces chiffres astronomiques montrent l'ambition démesurée de Meta dans ce domaine. Les documents révèlent aussi des budgets colossaux alloués, plus de 900 millions de dollars par exemple sur la partie Generative AI en 2024, potentiellement plus d'1 milliard cette année, sans compter les dizaines de milliards prévus pour les infrastructures, data centers, puces, etc. Ça donne une idée de l'échelle à laquelle Meta investit et ça met aussi en perspective le procès des auteurs car les documents suggèrent que Meta aurait envisagé de dépenser jusqu'à 100 millions rien que pour licencier des livres pour leur modèle Llama avant, selon les plaignants, d'opter pour du piratage massif. De leur côté, eux, Meta, ils nient évidemment et ils défendent le fair use pour leur modèle. Donc là, c'est le gros débat à chaque fois de se dire, c'est est-ce que si on utilise un livre pour entraîner un modèle qui ensuite ne veut pas redonner le livre, mais qui en tout cas l'aura utilisé pour s'entraîner, est-ce qu'on est toujours dans le fair use ou pas? Donc en tout cas, je pense que Meta, ils ont fait le calcul et ils se sont dit qu'entre un procès
et dépenser des millions pour les licences, ils ont préféré tenter le procès. Donc voilà, en tout cas là-dessus, ils ont préféré le faire avant de demander la permission, mais on va pas se le cacher, dans la Silicon Valley, c'est souvent ce qui se passe avec tout ce qui est lié aux données ou autres. OpenAI a aussi également de nombreux procès, donc il faudra attendre quelques années pour voir ce que la justice décidera sur ce sujet-là. Autre sujet sensible chez Meta, la vie privée, notamment avec ses lunettes connectées Ray-Ban Meta. La société a mis à jour sa politique de confidentialité et ça ne va pas plaire à tout le monde, puisque d'abord les fonctions d'IA utilisant la caméra sont désormais activées par défaut, sauf si vous désactivez complètement l'assistant vocal et Meta. Mais bon, dans ce cas-là, les lunettes elles perdent quand même pas mal de leur intérêt. Meta aussi précise que les photos et les vidéos brutes prises par la caméra qui est située sur les lunettes, elles restent sur votre téléphone et elles ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle, sauf si vous les partagez explicitement avec un service Meta, comme Meta AI ou un tiers. Donc par exemple, si vous prenez en photo quelque chose et que vous demandez à l'assistant Meta, bah voilà, décris-moi ce que tu vois sur cette photo, bah dans ce cas-là, forcément, c'est réutilisé pour l'entraînement du modèle. Et le point le plus notable, c'est que Meta supprime l'option permettant aux utilisateurs de refuser que leurs enregistrements vocaux, après le mot-clé Hey Meta, soient stockés dans le cloud. Donc à chaque fois que quelqu'un va utiliser ses lunettes et va dire Hey Meta pour lui donner derrière des instructions, la voix de la personne sera forcément stockée dans le cloud. Donc c'est des enregistrements et leur transcription qui pourront être conservés jusqu'à 1 an pour aider à améliorer les produits Meta. Donc la seule option restante, c'est de supprimer manuellement chaque enregistrement via l'application Compagnon. C'est une tendance qu'on voit aussi chez Amazon avec Echo, collecter un maximum de données vocales pour améliorer ces IA, quitte à rogner sur la vie privée des utilisateurs. Meta veut clairement graver ses modèles Llama avec des données du monde réel, comme elle le fait déjà avec les posts publics de Facebook et d'Instagram aux États-Unis. C'est un arbitrage constant entre amélioration de la technologie et respect de la confidentialité qui risque de faire encore beaucoup parler. Mais voilà, là-dessus, Meta, ils sont connus pour de toute façon utiliser les données de leurs utilisateurs. C'est leur business model, tout simplement, d'avoir un maximum de données sur vous pour ensuite pouvoir vous faire de la publicité la plus ciblée possible. Donc je suis pas étonné qu'ils utilisent les données de leurs utilisateurs pour également améliorer leur modèle. Voilà, il faut le savoir. Si jamais vous voulez tester ces nouvelles lunettes, etc., bah voilà, gardez en tête que tout ça sera utilisé pour entraîner le modèle. C'est aussi ce qui fait qu'on a des fois accès à ces modèles-là de façon gratuite. Donc si vous utilisez l'application Meta sur WhatsApp ou sur Instagram, gardez-le bien en tête. Toutes les données que vous allez partager seront réutilisées pour entraîner le modèle. Donc si ça vous dérange, bah tout simplement ne l'utilisez pas, parce que de toute façon vous ne pouvez pas la désactiver. Si vous avez remarqué le petit cercle Meta sur les applications, de toute façon vous ne pourrez pas y toucher. Donc tant qu'à faire, autant ne pas l'utiliser. Et si vous voulez utiliser un modèle en étant sûr que vous allez pouvoir garder votre vie privée, vous avez pas mal d'options. Vous pouvez utiliser des modèles en local sur votre machine, par exemple avec LM Studio. Alors c'est pas non plus le truc le plus facile du monde, mais honnêtement c'est pas non plus trop compliqué. Par contre, bah tous les ordinateurs ne pourront pas le faire, il faut quand même un ordinateur suffisamment performant. Et sinon l'autre option, bah, c'est de passer par des services payants, tout simplement, parce que là, même si vous allez envoyer vos données sur le cloud de l'entreprise, ce n'est pas dans son intérêt que vos données fuitent, et surtout par défaut elle ne va pas utiliser vos données pour entraîner le modèle. Par exemple avec ChatGPT, quand vous avez un compte payant, bah les données ne sont pas réutilisées pour entraîner le modèle. Par contre avec un compte gratuit, c'est le cas. Donc voilà, c'est des choses à bien garder en tête. Ne pas oublier que pour l'instant la mine d'or, c'est avant tout les données dans cette course à l'intelligence artificielle. Bon, et sinon pour ceux qui suivent de près l'écosystème Llama, Meta a tenu sa première conférence LlamaCon. Ils ont annoncé quelques outils pour faciliter la construction et la protection des applications basées sur Llama, une API Llama en preview par exemple, limitée avec des outils de fine-tuning et d'évaluation, de nouveaux outils de sécurité open source comme Llama Guard 4, Llama Firewall et Llama Prompt Guard 2, et un programme Llama Defender avec des partenaires pour tester la sécurité des systèmes IA. Ça confirme la volonté de pousser l'écosystème ouvert autour de Llama. Donc l'idée, c'est que vu que leur modèle est open source, bah, je pense qu'ils essaient de proposer des outils pour qu'ils soient faciles à intégrer pour les autres développeurs, pour les autres entreprises. Comme ça pousse un petit peu leur modèle open source et ça le met un peu plus en avant. Et la vague des partenariats et des nouvelles applications continue de déferler. Côté Apple, il y a une rumeur intéressante qui a été rapportée par Bloomberg. Donc la firme de Cupertino se serait associée à Anthropic, le créateur de Claude, pour développer une plateforme de codage assistée par IA surnommée Vibe Coding. Ce serait une nouvelle version de Xcode, l'outil de développement d'Apple, qui utiliserait le modèle Claude Sonnet pour aider les programmeurs à écrire, éditer et tester du code. Et le Vibe Coding, qu'est-ce que c'est? C'est un mot en ce moment à la mode dans la communauté de l'intelligence artificielle qui consiste tout simplement à développer sans forcément avoir des connaissances profondes en développement, mais en s'assistant d'intelligence artificielle justement pour compenser notre manque de connaissances. Et donc l'outil serait d'abord déployé en interne chez Apple sans décision prise sur un lancement public. Ça confirme en tout cas la stratégie multipartenaire d'Apple en IA, après avoir intégré ChatGPT d'OpenAI dans ses fonctions d'Apple Intelligence et évoqué l'ajout possible de Gemini de Google. Voilà que maintenant Anthropic viendrait aussi renforcer les capacités en interne sur le développement. Donc de toute
toute façon, Apple sur l'intelligence artificielle, ils sont vraiment en retard. Donc pour moi, ça fait assez sens qu'ils cherchent à créer des partenariats avec d'autres entreprises qui sont, elles, bien plus en avance sur le sujet. Et sinon, dans un tout autre registre, on a World, le projet d'identité numérique biométrique cofondé par Sam Altman, qui est aussi du coup le CEO de OpenAI, qui a annoncé plusieurs partenariats pour étendre son adoption. Ils vont vérifier l'identité des utilisateurs de Tinder au Japon via leur système de scan de l'iris. Ils s'associent aussi avec Visa pour lancer le World Card, une carte permettant de dépenser des cryptos partout où Visa est accepté. Des intégrations sont prévues avec Stripe pour le paiement par exemple et des plateformes comme Kelshi ou Morpho pour l'authentification. Pour faciliter les scans, ils ont même dévoilé l'Orb Mini, un appareil mobile ressemblant à un smartphone avec des capteurs oculaires. World cherche clairement à sortir de sa niche et à rendre sa preuve d'humanité plus accessible en vue d'un futur où distinguer humain et IA en ligne deviendra crucial. Puisque pour rappel, World, leur objectif, c'est justement de pouvoir authentifier un humain avec un scan de l'iris. Et voilà, ça permet derrière, avec un système de blockchain, de s'assurer que derrière, on a bien un humain et pas justement une IA. Et c'est quelque chose qui risque d'être de plus en plus utile, puisque maintenant, quand on voit ce que les IA sont capables de faire en termes de génération de texte, de génération de voix, d'images, de vidéos, etc., on se rend bien compte qu'on risque d'avoir un véritable problème là-dessus et qu'on va devoir avoir un système pour authentifier les humains sur Internet, mais voilà, dans notre vie numérique en général. Donc je pense que là-dessus, Sam Altman, il a quand même eu du nez en imaginant un futur où ce besoin serait nécessaire, et même si là, aujourd'hui, on n'en a pas encore besoin, je pense qu'il y a un moment donné où ça risque effectivement d'être utile. Donc moi, personnellement, tant qu'il n'y en a pas vraiment besoin, je préfère ne pas utiliser ce genre de système parce qu'il y a quand même un sujet sur l'aspect confidentialité, même si a priori toute l'application elle a été construite pour à garantir une certaine confidentialité. Derrière ce côté où être sûr qu'on peut identifier une personne, être sûr que c'est bien cette personne et pas une autre, ça peut quand même poser un gros problème en termes de vie privée. Donc voilà, à garder quand même en tête avec ce genre de système. Côté service client, Airbnb déploie plus largement son chatbot IA aux États-Unis. Selon le CEO de Airbnb, 50% des utilisateurs américains y ont déjà accès et le déploiement complet est prévu pour ce mois-ci. Le résultat, déjà une réduction de 15% du besoin de contacter un agent humain. C'est une approche plus mesurée que celle de concurrents comme Expedia ou Booking qui misent déjà sur l'IA pour la planification de voyage. Airbnb préfère consolider d'abord le service client, jugeant la technologie encore jeune pour des tâches plus complexes. Sinon, on a Anthropic, qu'on mentionnait avec Apple, qui a aussi musclé son propre assistant Claude. Son mode de recherche approfondie peut désormais tourner jusqu'à 45 minutes pour compiler des rapports détaillés à partir de centaines de sources. Mais attention, la fiabilité n'est pas garantie et il vaut mieux vérifier les sources citées qui peuvent être parfois hallucinées. Donc c'est des problèmes qu'on voit chez de nombreux modèles de toute façon, ça peut même arriver avec ChatGPT. On a beau faire une recherche approfondie qui va nous donner des sources, parfois les liens vers les sources peuvent être complètement hallucinés, donc attention, vérifiez bien quand même, il faut encore garder aujourd'hui un gros sens critique sur nos utilisations de l'IA. Ils ont aussi lancé une fonction d'intégration pour connecter Claude à des services tiers comme Jira, Zapier, Asana, PayPal, etc. Un peu à la manière des anciens plugins de ChatGPT, donc j'ai pas eu l'occasion d'aller tester tout ça, et je crois qu'en plus c'est uniquement accessible à leur abonnement premium qui est à $200 par mois, donc voilà, il faudra 200 ou 100$, je sais plus, j'ai un doute, mais en tout cas, il faudrait que j'essaie de voir si je peux pas tester ça avec un abonnement plus standard. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'ils sont en train d'intégrer Claude à plein d'applications, et ça c'est vraiment très intéressant quand on veut justement créer des agents qui vont pouvoir du coup avoir des actions sur les différentes applications, les choses qu'on est en train d'utiliser, et c'est là où l'IA peut aussi devenir très très puissante. Et enfin, un jalon important dans le domaine des transports automobiles, on a Aurora qui est une entreprise leader dans ce secteur qui a annoncé que ses camions poids lourds opèrent désormais sans chauffeur sur des autoroutes publiques au Texas. Entre Dallas et Houston, ils effectuent des livraisons commerciales pour des clients comme Uber Freight. C'est une étape importante attendue depuis longtemps, même si le chemin vers un déploiement à grande échelle reste semé d'embûches technologiques et réglementaires. Aurora, qui a adopté une approche prudente axée sur la sécurité, prévoit d'étendre son service à d'autres itinéraires d'ici fin 2025. Mais c'est quand même assez fou de se dire que maintenant on a des camions sur l'autoroute au Texas qui sont capables de faire des trajets du coup entre Dallas et Houston de façon totalement autonome. Donc voilà, moi je suis sûr et certain que d'ici 10 ans c'est une technologie qui sera mature et on n'aura plus du tout besoin d'avoir d'humains qui conduiront des véhicules, que ce soit les camions, les voitures ou autres. Alors je sais que ça va être un très très gros changement dans la société, donc entre le moment où la technologie sera là et qu'elle pourra être faite et le moment où ce sera actuellement vraiment là, et puis c'est tout un parc aussi de véhicules à remplacer, ça il va peut-être se passer quand même quelques années, mais en tout cas voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui va arriver à maturité dans les prochaines années et où du coup on aura vraiment des véhicules autonomes qui seront capables de conduire très très bien, et je pense que ça va d'ailleurs réduire le nombre de morts sur la route, puisque le véhicule autonome, même s'il est pas parfait et qu'il peut toujours faire des accidents, au moins il se fatigue pas, il s'endort pas au volant, il boit pas d'alcool, etc. Donc il a quand même
même pas mal d'avantages aussi. Bon, et puis avant de conclure, un dernier point côté cybersécurité, cette fois-ci, on a des chercheurs qui ont montré que des grands modèles de langage avaient tendance à halluciner les dépendances. Alors les dépendances, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les références à des bibliothèques de code externe dans un programme informatique. Donc on va avoir une référence qui va aller appeler une bibliothèque qui, elle, va être récupérée en fait autre part. Et donc là, ils ont fait dans leur recherche, ils se sont rendus compte que on pouvait avoir jusqu'à 20% des références de bibliothèques qui se référençaient à des bibliothèques qui n'existaient pas en fait. Donc là, le risque, c'est que au lieu d'appeler une bibliothèque bien connue pour justement utiliser les fonctions qui sont dans cette dernière, bah là, on appelle une bibliothèque qui du coup n'est pas gérée et qui pourrait être du coup contrôlée par un acteur malveillant qui lui intégrerait du code malveillant dans notre programme. Donc ça, c'est une attaque qui n'existait pas avant, mais qui est rendue possible maintenant avec l'IA, d'autant plus que maintenant, il y a de plus en plus de code qui est généré par l'IA. Il y a des recherches qui estiment que dans quelques années, jusqu'à 95% du code pourrait être généré par IA. On avait eu, il y a déjà quelques mois, une citation du PDG de Google qui avait dit qu'aujourd'hui, 25% du code généré par Google était généré par IA. Donc, il y a aussi des nouveaux risques qui apparaissent avec ça. Et donc ça, a priori, c'est un nouveau type d'attaque qui est possible. Donc après, je pense que c'est quelque chose qui peut être contrôlé. Avec l'environnement de développement, on peut s'assurer que chaque dépendance existe vraiment et qu'on se référence à une bibliothèque qui existe bien et pas à une bibliothèque qui, elle, du coup, a été hallucinée par les modèles. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec l'intelligence artificielle, forcément, il y a des nouveaux risques qui apparaissent et que si c'est l'intelligence artificielle qui a entièrement développé le code, il faut encore derrière être capable de pouvoir identifier les différents risques d'attaque qui peuvent se faire sur ce code-là. Donc, voilà, ça reste quand même un sujet assez important qu'il faut continuer à surveiller. Et voilà pour cette semaine. Donc, j'ai essayé de faire un format un peu plus court. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire maintenant à l'avenir et peut-être de temps en temps vous faire des formats un peu plus longs pour travailler sur des sujets de fond. Je suis en train de vous préparer une vidéo YouTube sur un sujet un petit peu différent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir quand ça sortira, parce que là pour le coup ça sortira uniquement sur YouTube. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Ça me permettra derrière de vous communiquer un petit peu les différents liens, une analyse un petit peu plus profonde aussi de parfois ce que je peux vous dire dans le podcast. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser une évaluation 5 étoiles si vous êtes sur YouTube, à m'envoyer des petites questions. Et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@tsunamia.fr si jamais vous avez des besoins de formation. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai échanger avec vous sur vos besoins. Prenez soin de vous d'ici la semaine prochaine. Ciao!